Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Céline 7385. Ceci est habituellement un podcast de tricot, couture et lecture. Le problème qui se pose depuis quelques temps, c'est que je suis obligée d'abandonner un petit peu la lecture dans certains podcasts parce que le temps que j'ai 2 ou 3 projets tricot, voire aussi couture à vous présenter, j'ai beaucoup trop de livres qui s'accumulent et en fait, à part dans le dernier épisode qui était le numéro 16 ou 17, je sais plus, à part dans celui-là, j'étais obligée en fait de couper la lecture parce que l'épisode était beaucoup trop long. Donc j'ai décidé parce qu'en fait, si vous voulez, le temps que je fasse 2-3 tricots, que j'ai 2-3 tricots terminés, il me faut bien 2 mois, c'était à peu près le rythme auquel je tournais un épisode. Et en 2 mois, je lis entre 10 et 15 livres en 2 mois, 2 mois et demi. Donc en fait, ça faisait ça représentait beaucoup trop de livres à vous présenter et le temps était beaucoup trop long. Donc j'ai beaucoup réfléchi depuis le dernier épisode et je me suis décidée, j'ai dit je vais faire un épisode de tricot couture habituel, tous les 2 mois en gros, enfin ça dépend en fait à quel rythme je tricote et je couds. Et chaque mois en fait je viendrai vous présenter mes lectures du mois terminé et ma pile de livres du mois en cours. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui début février, donc je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois de janvier et ma pile de livres pour le mois de février. Voilà, tout d'abord, je vous remercie d'être ici. J'espère que ce nouveau format vous conviendra. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça vous convient ou pas. En tout cas, ça en fera finalement au moins un par mois en lecture et un tous les 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi en tricot-couture. Voilà, j'ai décidé de partager tout ça. Eh bien, c'est parti pour donc cet épisode consacré à la lecture. Alors, le mois de janvier 2021. J'ai commencé par Liane Moriarty, Un peu, beaucoup, à la folie. Alors, c'était mon premier livre donc de 2021, mais c'était aussi mon premier livre de Liane Moriarty, que je ne connaissais pas. Je l'ai découverte, en fait, comme beaucoup d'entre nous, lors de la diffusion à l'automne dernier de Big Little Lies, Petit secret, grand mensonge, je crois, en livre, que je ne connaissais pas du tout, je ne l'avais pas lu. J'ai beaucoup aimé, notamment, bon, plus la saison 1 que la saison 2, mais j'avais beaucoup aimé. Mais je ne voulais pas lire le livre après, je voulais laisser un petit peu de temps. Donc, j'avais acheté fin d'automne, je crois que ça devait être décembre, novembre ou décembre. J'ai donc acheté, enfin j'ai lu les résumés des différents livres sur Babelio et j'ai acheté Un peu, beaucoup, à la folie. Alors, ce livre qui est sorti en... C'est loin d'être son premier. Il est sorti en 2016, celui-ci. Il est sorti donc... Enfin, je l'ai moi dans la collection Livres de poche. Ils sortent maintenant aux éditions Albin Michel. Voilà, Albin Michel en 2018 pour la traduction française. Alors, pour résumer, nous suivons la vie... Alors, je vais essayer de vous le laisser comme ça vous voyez bien de quoi je parle à chaque fois. Nous suivons la vie donc de 3 couples qui ont participé ensemble à un barbecue et lors duquel un drame est arrivé, donc quelques mois plus tôt. On ne sait pas lequel. On sait juste que chaque chapitre, en fait, nous donne la version d'une des personnes de chaque couple. Donc, on a forcément 6 personnes, puisqu'on a 3 couples. Et les chapitres sont très courts, ça se lit très vite. On voit défiler un petit peu la vie de chacun des couples. Chapitre suivant, enfin de chacun des couples, de chacun des protagonistes. Chapitre suivant, on passe le jour du barbecue. On commence le matin, tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du barbecue pour en arriver finalement à peu près à la moitié du livre au drame. Donc c'est ça, un chapitre, une alternance en fait, chapitre au présent finalement, qui nous détaille un petit peu la vie de chaque personnage. Et chapitre suivant, le jour du barbecue. Pas forcément d'ailleurs sur le même protagoniste. En tout cas, pas le même point de vue que celui du protagoniste qu'on a lu dans le chapitre précédent. Alors, c'est assez déroutant au départ. Je vous avoue que moi, j'ai
j'étais assez curieuse et obsédée au final par savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé, quel a été ce drame. J'ai été très tentée de ne lire que les chapitres qui se passaient le jour du barbecue. Si j'avais fait ça, je l'aurais vraiment regretté après parce qu'en fait, tous ces chapitres qui se passent avant le drame nous permettent de comprendre en fait pourquoi tel personnage a réagi de telle manière le jour du drame. Donc voilà, c'est vraiment cette plongée dans la psychologie des personnages au départ qui va nous permettre de comprendre pourquoi telle personne elle a réagi comme ça au moment du drame, pourquoi telle autre elle a fait ça, pourquoi telle autre n'a pas fait ça. Il y a ça aussi. Voilà, donc au final, un très gros coup de cœur. Alors, j'ai ma fiche Babelio juste à côté, je lui ai mis 4 sur 5. Voilà, c'est pour ça que je garde un petit peu mes notes aussi que j'avais prises. Ça nous tient vraiment en haleine, le fait d'alterner vraiment ces chapitres, un chapitre au présent, un chapitre, on repart en arrière pour détailler un petit peu la vie et la psychologie de chacun des personnages. Et ensuite, une fois qu'on connaît le fameux drame, donc à peu près, je vous dis, hein, à la moitié du livre, une fois qu'on connaît le fameux drame, en fait, on va suivre en fait le cheminement de chaque personnage, toujours les mêmes, de chaque protagoniste pour savoir comment en fait ils ont réussi à surmonter ce drame. En conclusion, vraiment une histoire de personnes. On retrouve finalement un petit peu cette ambiance qu'on avait trouvée dans Big Little Lies, là, dans la série. C'est-à-dire qu'on voit de temps en temps un peu des flashbacks de qu'est-ce qui s'est passé un jour particulier où il y a eu un drame. C'est un peu, je pense, la petite touche de la plume de Liane Moriarty. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ce livre. Et je vous en reparlerai, puisque donc, entre-temps, j'ai lu un autre livre d'elle. Ce sont vraiment des personnages différents. On suit notamment les 3 protagonistes femmes. On suit aussi leur mari, mais ensuite notamment les 3 protagonistes femmes qui sont complètement différentes de par leur métier, de par leur psychologie, tout simplement. Mais ils vont être vraiment liés par cet événement. Voilà. Et par ce drame. Je reste sur le mot drame, parce que c'est vraiment un drame. Alors, je ne vais pas dire que je n'ai pas accroché tout de suite, mais c'était cette alternance qui m'a fait... Ah voilà, je voulais vraiment en arriver au drame pour savoir où est-ce que l'auteur voulait en venir finalement. Donc au départ, je ne vais pas dire que je n'ai pas accroché, mais j'avais tellement hâte que finalement je l'ai lu très vite, parce que j'avais tellement hâte d'arriver au moins à la moitié que c'est passé très très vite. Et la fin, eh ben, toute la dernière partie, une fois qu'on arrive au drame, on veut quand même savoir comment ils ont affronté ça, quelles sont les suites du drame et comment chaque personnage va se remettre de cet événement. Voilà pour le premier. Le deuxième. Alors, le deuxième livre que j'ai lu, alors c'était Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie. Je suis le challenge Read Christie 2021. Je l'avais vu chez Triple de Mag qui avait fait passer notamment elle sa liste de livres qu'elle avait choisis au fur et à mesure de l'année. Moi, ma liste est quasiment... Enfin oui, ma liste est bouclée, mais je me réserve le droit encore de changer, on va dire. Voilà, donc le premier, donc ce challenge, le compte officiel d'Agatha Christie nous donne chaque mois un livre à choisir parmi un thème. Au mois de janvier, il s'agissait de choisir un livre qui se passait dans une grande maison. Donc voilà, l'histoire devait se passer dans une grande maison. Le titre préconisé par le site, c'est Le Vallon, que j'ai lu d'ailleurs après. Voilà. Moi, j'ai décidé au départ, je ne savais pas si j'allais avoir le temps d'en lire 2, mais au départ, j'ai décidé de lire donc Un cadavre dans la bibliothèque, qui était donc un livre que j'avais lu il y a très très longtemps. Pour la petite histoire, j'avais environ un bon paquet, je ne sais plus exactement combien, mais j'avais déjà un bon paquet de la collection Agatha Christie, l'édition Club des Masques, qui date des années 90, date à laquelle j'ai commencé à lire des Agatha Christie, et donc je l'ai complété grâce à Vinted. Alors vous en voyez que la moitié, puisque l'autre moitié est derrière. Je peux vous montrer n'importe lequel, mais
vous voyez, attendez, c'est peut-être pas la bonne puisque celle derrière, c'est pas le bon. Mais vous vous apercevez peut-être derrière, voilà, il y a la même chose derrière. J'ai la collection complète cette fois. À part Black Coffee qui n'existe pas dans cette édition. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, j'avais choisi Un cadavre dans la bibliothèque que j'ai lu, mais il y a, voilà, non, peut-être pas fin des années 90, mais milieu des années 90, quand j'ai découvert Agatha Christie en... Alors, j'ai une copine qui m'a dit, on était en 4e. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'être en 5e. On avait dû lire, dans le cadre du collège, on avait dû lire Dix petits nègres, comme beaucoup d'ailleurs. On s'est retrouvés à beaucoup à se dire ça. Et j'ai vraiment tout de suite accroché. Et mes parents m'avaient acheté oui, pas mal, entre ce moment-là, donc 4e, ça devait être quoi, 1995 par là. Entre 95 et on va dire le bac, 99, j'ai dû lire un bon paquet quand même d'Agatha Christie déjà. Mais je vous avoue que je ne m'en souvenais quasiment pas. Voilà. Donc un cadavre dans la bibliothèque. Alors le résumé, donc un cadavre est découvert dans la bibliothèque de la famille Bentry, qui est une famille aristocratique, on va dire. Le couple Bentry ne connaît absolument pas l'identité de cette personne qui est décédée dans leur bibliothèque. La femme, donc Madame Bentry, va contacter une de ses amies du nom de Miss Marple, voilà, qui va venir essayer d'aider son amie à débusquer le meurtrier. En fait, on apprend qu'elle sait quasiment tout de suite qui a fait le coup. Ça, c'est énervant. Alors que nous, on est baladé finalement, voilà, c'est la plume d'Agatha Christie, hein. On est baladé un petit peu à gauche, à droite, et au final, on trouve comment dire, le dénouement dans les dernières pages. Miss Marple explique en fait tout ce qui se passe, et elle le dit d'ailleurs, dès l'abord, on s'est fié aux apparences au lieu d'observer les faits. J'ai constaté par moi-même que la victime était très jeune, qu'elle se rongeait les ongles, etc. Donc c'est vraiment ça la marque de... Elle le dit, le fait est, expliqua-t-elle, que la plupart des gens, y compris les policiers, sont trop crédules. Ils croient tout ce que l'on raconte, moi pas. J'attends les preuves. Et en fait c'est ça. On se laisse, comment dire, on se laisse prendre en fait dans l'enquête officielle du côté de la police. Et en fait, la police, non, ils sont à côté de la plaque. Et elle, par contre, elle sait très bien, finalement, bien avant nous et bien avant la police, elle connaît l'identité du coupable, mais elle cherche les preuves et le mobile avant de pouvoir nous en dire plus. Enfin, voilà. L'intrigue n'a pas une grande originalité. L'enquête est un petit peu tirée par les cheveux, on va le dire comme ça. Le dénouement également. Surtout que, au temps d'aujourd'hui, avec la police scientifique, l'ADN, tout ça, on trouve que c'est un petit peu, peut-être un petit peu désuet. Mais le fait, donc, on se remet quand même tout de suite dans le bain, hein. On est dans l'Angleterre des années 40, on est dans la gentry anglaise. Voilà, moi je me suis laissée transporter assez facilement dans cette atmosphère, hein, de l'époque. Que vous dire d'autre? Donc, tout d'abord, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Je voulais vous dire quand on se faisait berner finalement, hein, et je voulais vous dire qu'en conclusion, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà, même si, comme je vous disais, l'intrigue, l'enquête sont assez banales, finalement, le dénouement aussi, mais je veux dire, c'est vraiment la petite touche Agatha Christie avec Miss Marple qui fait tout et qui nous dit à la fin, mais comment je n'y ai pas pensé? Comme la plupart des Agatha Christie, vous me direz. Voilà pour Un cadavre dans la bibliothèque. J'ai ensuite, alors si je reprends dans l'ordre, j'ai ensuite, voilà, j'ai enchaîné avec Arnaldur Indridason, Les Fils de la poussière. J'en avais parlé sur Instagram, j'avais lu, en fait le premier que j'ai lu d'Indridason,
mois de novembre, décembre, je ne sais plus, enfin fin d'automne. C'était La Femme en verre, qui est en fait son 4e roman. Mais on me l'avait recommandé, j'avais dit, bon bah allez, j'essaye. Et j'ai vraiment adoré La Femme en verre. Donc maintenant, je les reprends, mais dans l'ordre. Donc Les Fils de la Poussière, c'est vraiment son premier roman. Donc on est dans une enquête, hein, les enquêtes d'Erlendur. On est plongé donc en Islande aujourd'hui. En résumé, c'est pardon, un certain Daniel qui est interné dans un hôpital psychiatrique de Reykjavik qui se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère Palmi. Palmi veut découvrir en fait la vérité. Et au même moment, un vieil enseignant meurt chez lui, dans l'incendie de sa maison, et l'enquête de la police montre que tout de suite que c'est quelque chose de criminel. Et en fait, Palmi entend parler de ce qui s'est passé le même jour que la mort de son frère. Et en fait, il va lui-même aller voir la police en lui disant « il y a quelque chose de bizarre, voilà, mon frère est mort le même jour ». Et apparemment, donc, les 2 personnes, donc son frère, Daniel, et l'enseignant qui est mort dans cette maison, se connaissaient. Donc là, on avait 2 enquêtes finalement presque au départ, et là, en fait, les 2 enquêtes se rejoignent. Cette enquête va les mener dans les années 60, quand Daniel était enfant, quand Daniel était en tout cas à l'école. Et il avait en fait un enseignant qui s'appelait Aldor, qui est en fait l'enseignant qui est mort dans l'incendie de sa maison. Voilà. Que vous dire ? Mon avis, c'est que c'est un très bon premier roman de policier thriller. Voilà. Là, vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a pas de souci si vous aimez ce genre de littérature. Pour moi, donc l'enquête est très bien menée, ce qui est très important hein, pour un roman policier. C'est pourtant pas toujours le cas. On sait quand même très vite que les deux enquêtes sont liées. On n'attend pas la fin pour nous dire « Ah bah finalement, vous avez vu, les 2 enquêtes, elles étaient liées. » Non, on le sait très vite. Donc, il n'y a pas de fausse surprise, de suspense inutile de ce côté-là, en tout cas. Je pense en fait, l'auteur a vraiment réussi un bon coup pour un premier roman. Il a mêlé policier, thriller, limite science-fiction à la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. En toile de fond, bon, il y a le développement de la capitale islandaise dans les années 60 avec la misère on va dire, d'une société un petit peu marginalisée, dont la société profitait aussi, et qui s'est fait exploiter sans le savoir, on va dire. Alors, sans vous en dire trop, cette société qui était un petit peu marginalisée a réussi à se faire exploiter pour des recherches de l'industrie pharmaceutique, en gros. Voilà. Et ça aussi, on le sait assez vite, donc je ne dévoile rien finalement, puisque Daniel dit que quand Palmi fait l'enquête, quand Palmi interroge, on va dire, le personnel soignant, par exemple, de l'hôpital où son frère était interné, il se rend compte que son frère disait qu'il avait trop de médicaments, que ça remontait déjà longtemps, voilà. Donc, très bon premier roman policier. Moi, j'ai vraiment adoré. Je vous conseille. Hein. On n'est pas trop plongé dans l'atmosphère islandaise, contrairement, par exemple, au roman de Ragnar Jonasson, où on a vraiment, dans ses livres, une description de l'atmosphère, une description de la période de l'année à laquelle on est. Là, non, pas du tout. On n'est pas du tout là-dedans dans ce premier opus. Voilà, en tout cas, je lui ai mis une note de 4 aussi, je crois, je vais vérifier, mais oui, on est bien sur une note de 4. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai enchaîné sur Agatha Raisin Enquête, numéro 19, c'est La Kermesse fatale. Alors, en résumé, il y a le pasteur d'un village voisin qui demande à Mrs. Blocksby, si vous la connaissez, Mrs. Blocksby, je vais y arriver, c'est pas toujours évident de le dire, Mrs. Blocksby, donc amie de Mrs. Raisin et femme du pasteur de la commune où habite Agatha Raisin.
Donc le pasteur d'une commune voisine demande à Mrs. Blocksby s'il pense que Madame Raisin, vu qu'elle était quand même dans les relations publiques avant de devenir détective, si elle accepterait en fait de promouvoir la kermesse annuelle de son village. Agatha Raisin accepte pour les beaux yeux d'un homme qu'elle croise en allant voir ce pasteur. Elle accepte, elle organise cette kermesse. Et lors de cette kermesse, malheureusement, on apprend que dans certains pots de confiture ont été ajoutées des petites cuillères de LSD. Suite à ça, il y a quand même donc une personne meurt en fait à la suite d'hallucinations dues au LSD. Donc Agatha va enquêter en succombant aux beaux yeux verts ce sont des yeux verts, très important pour la fin de l'histoire, aux yeux verts de l'homme là qu'elle avait rencontré qui habite juste à côté de chez le pasteur. Alors, mon avis, c'est vraiment mêmes ingrédients, même recette que les autres Agatha Raisin, pas de souci. Une enquête où il y a peut-être 100 suspects, une Agatha toujours râleuse, mais comme je le disais aussi dans mes critiques de Babelio, je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. Elle devient plus maternelle, elle devient un peu... elle est toujours cœur d'artichaut, mais son amie, à un moment... son ami Charles lui dit d'ailleurs qu'elle devient adulte. Voilà, on la trouve plus adulte, un peu plus... elle garde des fois ses réflexions pour elle-même. On a un peu plus de réflexion dans sa tête qu'avant, elle sortait tout ce qu'elle pensait. Donc elle se ridiculise toujours dans des situations très cocasses aussi, hein, notamment quand elle tombe amoureuse de cet homme. Elle s'assagit... Aussi, il y a toujours en toile de fond la petite Tony qu'elle a, pas adoptée, mais presque dans le tome précédent qui était... Non, je ne l'ai pas. Si, je l'ai. Qui était Un Noël presque parfait. Cette jeune qui vient travailler pour elle, la jeune Tony qui vient travailler pour elle, elle la materne, voilà, et elle se prend d'une amitié maternelle, je trouve, pour elle. Elle reste toujours pénible. Mais comme je dis, elle est attachante. Voilà, c'est vraiment une attachante, cette Agatha. Et finalement, je trouve qu'elle est même de plus en plus attachante. Alors, il y en a beaucoup qui critiquent voilà, Agatha Raisin. Moi, je trouve que c'est une lecture très facile, que c'est une lecture qui est très divertissante. Voilà, quand on a lu... bon, Agatha Christie, c'est différent, mais quand on lit du Indrid Hasson, par exemple, quand on lit des thrillers, entre deux thrillers, ça fait du bien. Petite Agatha Raisin, moi, je trouve que... Oh, puis on est content de retrouver un personnage qu'on connaît aussi. Voilà. C'est la seule chose d'ailleurs qu'on demande à Agatha Raisin, c'est de passer un bon moment de lecture. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Dans l'ordre, je crois que j'ai lu Le Vallon. Si je vérifie, alors, je ne suis pas encore au point, hein, parce que je ne peux plus lire, en fait, je ne peux plus enregistrer sur mon ordinateur, donc je suis obligée d'avoir mon ordinateur à côté pour avoir ma liste. Voilà, j'ai lu... Hop, Le Vallon. Alors, Le Vallon, donc Agatha Christie, toujours dans ma superbe collection des années 90, le Club des Masques. Donc, des personnages de la gentry anglaise, toujours, se retrouvent lors d'un week-end. Alors, le début est un petit peu longuet. On nous présente un petit peu les personnages. Et au bout d'un moment, en fait, il se passe... alors, non. Il y a un week-end donc d'organiser pour des amis attendez, c'est Encattle, je crois. C'est la famille Encattle. Donc, c'est Sir Henry et Lady Encattle. J'ai perdu son prénom. C'est pas grave. Donc, Lady Encattle et Sir Henry organisent un petit déjeuner, on va dire, un petit week-end, et notamment un déjeuner le dimanche pour leurs amis. Déjeuner auquel est invité un certain Hercule Poirot, qui est leur voisin. Au moment où Hercule Poirot arrive, il arrive en fait face à un homme agonisant au bord d'une piscine. Une femme tient un revolver à la main. En fait, on apprend qu'il s'agit de la femme de l'homme agonisant, donc elle tient le revolver à la main. Et tous les autres invités se tiennent autour de la piscine et de ce couple.
Donc Hercule Poirot, il arrive, il voit ça, il tombe sur cette scène. Hercule Poirot se doute tout de suite qu'il y a une mise en scène. Il parle d'une mise en scène. Il se rend compte que les apparences sont trompeuses, mais il ne réussit pas tout à fait tout de suite à en connaître tous les tenants et les aboutissants. Alors là, contrairement à, par exemple, un cadavre dans la bibliothèque où la police et Miss Marple, ils font pas bon ménage, là, par contre, le colonel... Comment s'appelle le colonel? J'ai perdu son prénom, son nom de famille. Non, c'est même pas un colonel. Enfin bon, le policier, on va dire. Le policier et Hercule Poirot font très bon ménage. Ils discutent souvent, en fait, pour essayer de s'apporter mutuellement des avis. Et cet inspecteur, alors, il mène son enquête. Ça laisse Poirot un petit peu quand même en second plan, j'ai trouvé. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas lu d'Agatha Christie. J'espérais avoir un Poirot vraiment en premier plan. Et en fait, non, pas dans cette histoire. Donc, dans cette histoire, tout le monde devient suspect, comme d'habitude. L'inspecteur mène son enquête. Poirot va donc résoudre cette affaire. Voilà, le début, j'avais dit, est assez long. Enfin, assez long. On parle d'abord des personnages qui sont... Enfin, j'ai trouvé que c'était quand même des personnages assez déplaisants. On a des fois des personnages de la gentry anglaise qui sont très sympas. Hein, enfin, qui... d'un premier abord, en tout cas, paraissent très sympas. Ici, ce n'est pas du tout le cas. Moi, personnellement, je ne me suis pas du tout attachée à eux. Par contre, l'auteur fouille quand même très subtilement chaque personnage, ce qui fait qu'on arrive, un peu comme Liane Moriarty, finalement, on se demande si Liane Moriarty était une fan d'Agatha Christie. Mais on comprend, voilà, la psychologie des personnages nous permet de comprendre, finalement, le dénouement, on va dire ça. Voilà, je ne veux pas vous en dire trop. Si vous voulez le lire, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ont lu Le Vallon, puisque c'était donc le roman qui était préconisé par le site officiel d'Agatha Christie. Voilà, la seule chose que je regrette, c'est vraiment Hercule Poirot un peu en second plan. Bon, effectivement, ce n'était qu'un invité, mais je pensais qu'avec l'inspecteur, il ferait peut-être plus affaire, enfin peut-être plus affaire, il ferait plus partie de l'enquête, voilà. J'étais un petit peu déçue de ce côté-là, mais bon, je pense que, voilà, pour moi, c'est pas le meilleur. On va conclure comme ça. Je pense qu'il y a mieux et le fait ce challenge va me permettre en fait d'en relire beaucoup. J'ai pu d'ailleurs, donc ce que je vous disais, j'ai pu compléter ma collection, donc je peux vraiment choisir... D'ailleurs, je vous montrerai ce que j'ai choisi ensuite pour le mois de février. Voilà, je pense que c'est pas le mieux. Après, on est vraiment... c'est assez typique. D'ailleurs, ça ressemble plus ou moins à un cadavre dans la bibliothèque, si ce n'est qu'au début, on passe vraiment, dans Le Vallon, on passe vraiment la psychologie des personnages au départ. C'est pas tellement l'intrigue qui prime dans Le Vallon. On va dire que c'est plus cette psychologie de personnage. Elle s'est beaucoup... Agatha Christie, je pense qu'elle s'est beaucoup, en fait, attachée à détailler la complexité des sentiments, alors j'allais dire amoureux, mais les sentiments d'amour et de haine, voilà, finalement, qui habitent chacun des personnages et qui nous font comprendre après le dénouement qui est vraiment à la fin, hein, puisque c'est Hercule Poirot qui se retrouve dans une cuisine qui a tout compris et qui explique à un des protagonistes comment il en est venu à la bonne conclusion. Voilà pour Le Vallon. Nous passons à l'avant-dernier pour... attendez, j'ai un petit doute. Je vais quand même vérifier. Voilà. Le suivant, c'est bien celui-ci. C'est Nat de Ragnar Jonasson, qui est donc le deuxième opus. Le premier, c'était Snior, que j'avais lu début décembre, je crois. J'en lis à peu près un par mois. Ça va être à peu près ça. Donc là, au mois de janvier, j'ai lu Nat. Toujours une couverture magnifique, comme vous voyez, ça brille, enfin ça brille, c'est irisé, on va dire. Donc là, par contre, on n'est plus du tout dans l'atmosphère de Snior. Snior, on était vraiment dans l'hiver, là. Harry sort, il arrivait, c'était mois de novembre, je crois. Il arrivait à Siglufjörður, apparemment ça se prononce comme ça, Siglufjörður. Puisque dans le troisième opus, on a comment, pas un dictionnaire, mais on va dire un petit dictionnaire de prononciation, en tout cas des noms islandais.
Donc nous sommes ici pendant l'été, donc rien à voir avec le premier opus. On retrouve en fait au fond d'un fjord, dans une maison un peu isolée, on retrouve le cadavre d'un homme qui a été battu à mort. Harrysor est missionné donc sur place. Il y a une journaliste qui va mener l'enquête parallèlement. On est sur fond de, vous savez, l'éruption du fameux volcan dont je ne prononcerai pas le nom. Hein, je ne tenterai pas l'aventure pour vous, si vous savez de toute façon de quel volcan je parle. On va dire qu'il y a beaucoup de secrets enfouis et que dans cet opus, Harrysor, il est, comment dirais-je, il est... Bon, il est un petit peu... Non, ben, je ne vais pas vous en dire plus. Il n'est pas très heureux par rapport à sa vie personnelle. Et il y a beaucoup de choses quand même qui vont ressortir là-dedans, même au sein de ses, comment dire, pas de ses acolytes, de ses collègues. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé beaucoup mieux que le premier. J'avais bien aimé le premier. Celui-ci, je l'ai trouvé beaucoup mieux. Et il y en a qui me disent que le troisième est encore mieux, ce qu'on verra. Voilà, les chapitres s'enchaînent très vite, comme dans le premier d'ailleurs. Ça se lit très très bien. On a une alternance maintenant avec la journaliste qui est pas mal. Et en fait, le croisement des enquêtes et de la journaliste et de Harrysor va permettre de résoudre l'enquête finale. Voilà, donc très bon opus, le numéro 2 de Ragnar Jonasson. Le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Oui, c'est ça. Alors, j'ai une première collaboration livresque qui m'a été proposée par les éditions Albin Michel, qui m'ont envoyé donc... Enfin, ils m'ont envoyé en fait une liste de livres pour faire partie de leur service presse. Ils m'ont envoyé donc une liste de livres. On devait en choisir. Choisissez ce qu'on voulait, sachant qu'il nous avait prévenu que les envois, enfin moi il m'avait prévenu que les envois ne se feraient pas tout de suite, qu'il fallait attendre une dizaine de jours et ça a été effectivement le cas. En fait j'ai reçu les 2 livres, dont celui-ci, une semaine avant leur sortie. Je les ai reçus le mercredi 27, 28 janvier, je sais plus, pour sortie le mercredi 3 février. J'ai réussi à lire les 2 qui sortaient le 3 février, mais c'était un peu chaud, donc je me suis dit la prochaine fois j'en choisirai qu'un, ou alors si je sais qu'il y a un petit peu plus de temps, j'en choisirai 2. Mais là, pas que j'ai regretté, mais presque. Alors, donc Gérard Mordillat, auteur que je ne connaissais pas du tout, enfin, je connaissais de nom, mais sinon je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais lu en fait de livre de cet auteur. Alors je vais vérifier, si c'est ça. Je l'ai fini vraiment, je l'ai fini dans le week-end avant le 3, donc ça devait être le 30, je l'ai fini le samedi, je crois bien. Donc le samedi 30 janvier, et j'ai tout de suite attaqué le deuxième, qui était donc finalement ma première lecture de février. Alors, ça se passe en 2028, on est dans un pays en guerre. Il y a Orden, qui est un poète, qui est pourchassé en fait par... les Souchiens. Les Souchiens, en fait, ça vient de citoyens de souche, enfin, c'est expliqué dans le livre, qui sont des personnes constituées en une milice armée, un petit peu sous les... Enfin, pas sous les ordres, non, parce qu'ils sont vraiment à part des militaires et des policiers, mais ils sont un petit peu, on va dire, à la solde d'un ordre nouveau qui s'appelle le Conseil. Donc dans cet ordre nouveau, on va dire que voilà, le poète n'est pas du tout le bienvenu. Il est donc traqué par cette milice. Dans sa fuite, il va il va revoir une de ses anciennes amoureuses de quand il était plus jeune, donc Cybèle, C-Y-B-E-L-E. Il va rencontrer Cybèle, chez qui il va se réfugier en fait quand il va devoir s'enfuir de chez lui. Ils vont basculer tous les deux dans la clandestinité et ils vont croiser 3 autres femmes. Non,
les roses noires. Je pense que on va dire que c'est plutôt, ce sont plutôt ces 4 femmes en tout qui vont en fait également par divers chemins. Ces 4 femmes en tout vont elles vont devoir se résoudre finalement à vivre dans la clandestinité également comme Orden pour diverses raisons. Cybèle parce qu'elle a aidé Orden et ça a été... elle a aidé Orden à se cacher et les sous-chiens l'ont su. Il va y avoir donc aussi Nora, Rome et Vivi. Alors, on a Nora, c'est la collègue et amie de Cybèle. Rome et Vivi qui se connaissent. Alors, on a Rome dont le bébé a été enlevé par les sous-chiens pendant qu'elle travaillait. Son bébé a été... Alors, au départ, elle pense qu'il est mort. Et en fait, finalement, elle apprend qu'il a été enlevé par les sous-chiens. Elle va retrouver son frère qui va l'aider. Et en fait, on apprend que se tisse, on va dire, dans les égouts, on va dire qu'il y a une clandestinité qui se tisse, une forme de résistance qui se tisse dans ces tunnels un petit peu secrets. Alors, les sous-chiens, voilà, n'hésitent pas à les traiter de rats, justement, puisqu'ils vivent à moitié dans les égouts. Et alors, j'essaie de vous expliquer sans trop vous en dire, parce que je voudrais pas non plus vous le dévoiler. J'ai beaucoup aimé ce livre. En fait, ces 4 femmes vont, avec Orden bien entendu, vont rallier ce réseau de résistance qui va essayer de faire basculer le fameux conseil. Et donc, cet ordre nouveau, puisqu'ils sont tous contre cet ordre. On va apprendre plein de choses, notamment sur Rome, dont l'enfant a été enlevé. Elle va rejoindre son frère. On va apprendre quelque chose sur leur famille, de très important dans l'histoire. Alors, on est dans le type roman d'anticipation. Alors, on ne peut pas le comparer à Orwell. Moi, je me suis dit, si on pouvait prendre un élément de comparaison, ça serait plus Fahrenheit 451, où les livres sont traqués pour être brûlés. Bon, là, c'est plus ou moins la même chose, même s'ils ne sont pas forcément tous brûlés, mais c'est un peu la même chose. Le Nouvel Ordre aime la littérature, mais alors la littérature très bas de gamme, hein, puisqu'il y en a même certains sous-chiens qui disent que voilà, ils ont écrit des choses, que voilà, que Orden à côté, c'est vraiment nul, que voilà pourquoi il est chassé. On a une dénonciation du capitalisme, du fascisme. On a vraiment alors, ça peut rappeler quand même certaines choses de l'époque où on vit. On a la confiscation quand même de la démocratie, des outils démocratiques qui apparaît beaucoup là-dedans. Quand on voit comment a été créé cet ordre nouveau, donc le Conseil, quand on voit les sous-chiens, on balaie vraiment tout le passé pour se tourner vers l'avenir. Il ne faut plus penser au passé, même pour Rome qui a perdu son bébé, il ne faut absolument pas qu'elle pense au passé, il faut se tourner vers l'avenir. En gros, il faut rayer le passé de la carte. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas sans rappeler la société de Fahrenheit 451. On coupe l'homme d'avec ses racines, vraiment, c'est ça. On détruit le passé pour couper l'homme de ses racines et aller vers un monde nouveau. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs l'ordre nouveau. Le conseil s'appelle un peu l'ordre nouveau. On parle de l'ordre nouveau dans ce livre. On a quand même une guerre, on est quand même sur fond de guerre, une guerre entre grandes puissances. C'est pour ça que je vous parlais de capitalisme, de dénonciation du capitalisme. On a aussi l'impérialisme des médias, puisque les médias sont complètement à la coupe de l'ordre nouveau. Les personnages ont un instinct de survie personnel, mais également quand même, quand ils tissent ce réseau de résistance, ils ont quand même un fond de solidarité qui revient, qui passe peut-être au-dessus de la survie individuelle. Et ouais, ça m'a vraiment fait penser à Fahrenheit 451, même si l'histoire n'a rien à voir. Hein. Roman d'anticipation, voilà. On est quand même, on est quand même pas loin, si vous voulez, puisqu'on nous parle de 2028. Dans Orwell, on était un peu plus loin. Dans Fahrenheit 451 aussi, avec, comment il s'appelait, c'était Montag. Là, on est vraiment dans 8 ans. Enfin, même pas maintenant, dans 7 ans.
Est-ce que ce sera comme ça? C'est possible finalement. Quand on lit ça, il n'y a pas du tout le côté science-fiction qu'on a plus ou moins dans Huxley ou même dans Orwell. On n'a pas du tout ce côté science-fiction que eux avaient traité. Donc on se dit, oui, c'est possible. Ce qui arrive là-dedans est possible que ça arrive dans 7 ans. Donc c'est vraiment une dystopie. Hein. On est dans un fond de guerre. On a une dystopie sur fond de guerre. Je l'avais noté dans Babelio, je reprends mes notes. Description d'une société future, mais qui n'est pas si éloignée que ça de nous. Qui est une société totalitaire, hein, comme vous avez pu le comprendre, et qui est complètement déshumanisée, puisqu'on veut couper l'homme. L'homme, finalement, ne sert plus vraiment à grand-chose quand il est tout seul. Voilà, donc on déshumanise l'homme, et puis on en fait on en fait des robots, quoi. Sauf qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord, et heureusement. Voilà, très bon livre. Donc le dernier que j'ai lu en janvier de cette année. Voilà, et je vais donc maintenant, je vais le poser en bas, je vais vous présenter donc mes lectures, dont un que j'ai commencé, mes lectures de février. Alors je vous passe vite, hein, puisque de toute façon je ne les connais pas, à part le premier que j'ai commencé à lire. Alors, je viens de perdre mon marque-page, c'est pas grave, j'ai perdu la page 71. Le premier, Liane Moriarty, 3 vœux. Donc ce livre, c'est le deuxième livre que je lis en service presse pour les éditions Albin Michel. Liane Moriarty, alors on retrouve un peu le même fonctionnement. Nous assistons au départ à l'anniversaire, donc ce sont des triplés, Kathleen et Gemma. Nous assistons à leur 34e anniversaire. Apparemment, elles sont très soudées, très liées. Et le jour de leur 34e anniversaire, il se passe un truc. Enfin, il y a un accident. Enfin, un accident. Non, ça me fait rire, mais parce qu'on sait que c'est pas grave. Elles sont réunies au restaurant pour leur anniversaire. Et là, il y a un drame. Une violente dispute éclate entre les 3 sœurs. Et en fait, le reste du livre va nous expliquer pourquoi. On apprend vraiment quasiment, pas dans les dernières pages, mais pas loin, à la fin, pourquoi il y a eu cette violente dispute. Et donc vraiment, on passe sur leur... Quand c'est que je l'ai attaqué? Je vais vous dire ça. On passe donc beaucoup de temps, en fait, à... La suite, c'est beaucoup de temps passé à... Ce sont des tranches de vie sur leur passé, leur enfance, des drames qu'elles ont vécus, chacune de leur côté. On a un divorce, par exemple, voilà, des choses comme ça. Après, j'en suis pas bien loin, donc je peux pas trop vous en dire plus. Mais ça me fait vraiment penser donc à l'autre, là, un peu beaucoup à La Folie, dans le sens où on sait qu'il y a un drame, on sait pas lequel. Là, on sait qu'il y a un drame, plus ou moins, on sait pourquoi. Ce qu'on veut savoir surtout, enfin, la suite du livre, c'est vraiment pourquoi elles en sont arrivées là. Elles ont l'air tellement soudées. Et justement, quand on commence à lire les chapitres qui sont sur leur passé, on se dit, mais comment elles ont pu en arriver à un point de rupture pareil, alors qu'elles ont toujours réussi à tout surmonter, apparemment? Pourquoi? Voilà, ça sera la surprise. Deuxième livre. Alors, normalement, ce sera plus ou moins dans cet ordre-là. Après, voilà, ça dépend. Des fois, quand je termine un livre, je me dis, ah non, je peux pas lire ça après. Faut que je me trouve un Agatha Raisin, par exemple. Donc, je peux choisir complètement autre chose dans ma pile à lire. Là, logiquement, ça sera donc le 3e de Ragnar Jonasson, qui est Sot. Donc, une épidémie s'abat sur Siglufjordur. La ville est mise en quarantaine, les premières victimes succombent, les médias s'emparent du sujet, c'est la panique. Il ne faut pas s'en rappeler certaines choses. L'inspecteur Harrison est pris par un terrible sentiment de claustrophobie. Lorsqu'un cold case vieux de 50 ans refait surface, il saisit l'occasion pour échapper à cette atmosphère oppressante. Le huis clos se referme sur ce petit village du grand nord de l'Islande. Oui, donc Siglufjordur, je ne sais pas s'il y a... Normalement, dans les deux autres, il y avait... Oui, dans les deux autres, il y a toujours une carte de l'Islande, donc vous avez Reykjavik qui est là, et vous avez Siglufjordur qui est vraiment à la pointe, et en fait, je ne sais pas si on le voit là, non on ne le voit pas, j'avais regardé sur une carte, on est vraiment très près du cercle polaire.
ce qui expliquait en fait l'atmosphère très froide, neigeuse et très sombre du premier opus qui était Snior. Donc dans ce troisième opus, voilà, il y a Franck Tillier qui, alors vous voyez déjà sur le devant, Siglufjordur, il paraît qu'on prononce, risque de hanter vos nuits longtemps encore. Et derrière, donc Franck Tillier le dit encore, de l'Islande en intraveineuse, des fjords mystérieux à la beauté bleutée, des habitants confrontés aux rudesses du climat et au silence de la roche. J'ai hâte de lire celui-là. Surtout si Franck Tillier en est fan. Opus suivant. Ma sélection de Agatha Christie, février. Février, le Read Christie 2021. Le site officiel donc préconise de lire Mr. Parker Pyne. Moi, donc puisque nous sommes au mois de février, Saint-Valentin, donc il faut lire une histoire, enfin une histoire d'amour. Non, Agatha Christie n'a pas écrit des histoires d'amour, mais en tout cas, il faut lire une histoire où en tout cas il y a une histoire d'amour à l'intérieur. Et moi, j'ai décidé de choisir Mort sur le Nil. Voilà, ça sera donc mon choix, puisque de toute façon, je lirai aussi, logiquement, Mr. Parker Pyne dans le mois. Mort sur le Nil, très connu, hein, Death on the Nile. Ce n'est pas très joli de voler son fiancé à sa meilleure amie pour se marier avec lui. Et même si l'ami en question semble se résigner, la ravissante et riche Lynette Ridgway a bien des raisons d'être inquiète. Surtout quand le hasard les rassemble pour une croisière sur le Nil avec d'inquiétants personnages dans une lourde atmosphère de sensualité et de cupidité. Voilà pourquoi j'ai choisi celui-ci pour le mois de février. Un petit revolver, un crime étrange, une énigme de plus à résoudre pour un passager pas comme les autres, Hercule Poirot. Je garde Hercule Poirot et je sais que celui-ci est quand même un livre très coté d'Agatha Christie, donc je vais lire celui-ci. Et je lirai donc Mr. Parker Pyne que je ne connais pas. Celui-ci, je l'ai acheté sur Vinted, je ne l'avais pas et je ne le connais pas, je ne l'ai jamais lu. Êtes-vous heureux? Dans le cas contraire, consultez Mr. Parker Pyne, 17 Richmond Street. Cette annonce parue dans le Times attire bien des clients un peu incrédules, mais sans aucun doute malheureux. Aux quatre coins du monde, bon, je vous passe un, Parker Pyne, professeur de bonheur, s'engage à vous faire retrouver l'amour et la joie de vivre. Évidemment, ces tarifs peuvent parfois paraître un peu élevés, mais qui ne risquent rien à rien. Et vous pouvez être sûr que Parker Pyne mettra en œuvre tous les moyens nécessaires, y compris les mises en scène les plus abracadabrantes. Donc ce sont deux nouvelles d'Agatha Christie ici, où l'ingéniosité se mêle, on va dire, à l'humour. Voilà, mon deuxième Agatha Christie du mois. Si j'ai eu le temps de lire tout ça, alors je dis pas, je vais sûrement pas lire les deux Agatha Christie l'un après l'autre, j'aime pas trop ça. Donc je lirai autre chose entre temps, à moins que je commence par un Agatha Christie après Niall Moriarty, que je lise Ragnar Jonasson et ensuite un Agatha Christie, on verra. Dans ma pile à lire, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, pardon. Je l'ai beaucoup vu passer sur Instagram, c'est ça qui m'a donné envie de le lire. Beaucoup d'Instagrammeurs et Instagrammeuses en ont parlé. Je me suis dit, bah allez, on va... Puis le résumé m'a tenté, bien entendu. Alors, je ne vais jamais voir les critiques sur Babelio. Par contre, je vais lire le résumé d'un livre, voilà, quand il me plaît. Donc, il me plaisait. J'ai dû l'acheter, je crois que je l'ai acheté juste avant Noël, celui-ci. Et, ah non, voilà, c'est la couverture qui m'a beaucoup plu. Ça faisait un peu Noël. Voilà. Donc, ce soir à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui, dans cette luxueuse demeure anglaise, a intérêt à la tuer? Hayden Bishop a quelques heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Tant qu'il n'est pas parvenu à ses fins, il est condamné à revivre sans cesse la même journée, celle de la mort d'Evelyn Hardcastle. Voilà, Stuart Thornton. Ça sera une lecture aussi. Et le dernier que je vais vous présenter. En fait, j'ai été contactée par l'auteur de ce livre, que je ne connaissais pas, qui m'a demandé si j'étais intéressée pour qu'il me l'envoie et que je dise, en fait, voilà, sur Instagram et ici même, ce que j'en pense. Donc, l'auteur s'appelle Arthur Bersen. Je vous montre. Le livre s'appelle Enfants du chaos. Il est publié aux éditions Nombre 7. Hop, je vous montre l'éditeur. Voilà, édition Nombre 7. Je ne connais pas du tout, je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas même l'éditeur, je ne connaissais pas l'éditeur. Je vous lis le résumé.
Lors de l'enterrement de Zoé, Sylvestre se promet de retrouver son assassin. Convaincu qu'elle ne s'est pas suicidée comme la police le prétend, il se lance dans une enquête aussi vertigineuse que dangereuse pour découvrir la vérité. Mais il devient vite le pion d'une gigantesque partie d'échecs dont il ignore les règles et les joueurs. Les premiers indices vont le conduire dans les entrailles du quartier nord, un des lieux les plus redoutés de Sapir, la capitale de Kranf. C'est là que Zoé a croisé le chemin d'une communauté religieuse bien spéciale, les Delcaniens. Happé dès les premières lignes dans le tourbillon d'un monde dur et violent, accompagné d'une plume envoûtante et efficace, laissez-vous tomber dans les sphères plus sombres les unes que les autres d'une société rongée par son passé. Voilà. J'aime beaucoup les thrillers, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà pour le dernier de ma pile de février. Ça en fait quand même pas mal, si je vous montre ma pile. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, un petit peu moins, mais par contre, j'ai quand même 3 gros. J'en ai un petit peu moins qu'en janvier, mais quand même, il y en a quand même 3 gros. Après, il va y avoir les vacances qui vont arriver, donc j'aurai un petit peu plus de temps pour lire. Donc, peut-être que j'arriverai à finir. Puis, si je n'arrive pas, je prolongerai sur mars. Voilà. J'espère que ce premier épisode de lecture vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce format vous plaît ou si vous préférez. Vous voyez, on en est déjà à 50 minutes juste de lecture. Je me dis si je l'avais intégré à mon épisode de podcast, ça aurait été peut-être un petit peu plus long. Puis comme ça permet aux gens qui n'aiment que la lecture de ne suivre que ces épisodes-là. Cela permet à ceux qui n'aiment que le tricot de ne pas regarder. Et puis voilà. Non, mais c'est surtout pour ceux qui aiment que la lecture, finalement, le tricot, la couture, si ça ne vous intéresse pas, plutôt que de passer dans la vidéo, de faire défiler, vous pouvez directement regarder cet épisode. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation, de belles lectures, et puis on se retrouve début du mois de mars, puisqu'on est début février, on se retrouve début du mois de mars pour que je vous parle de mes lectures de février et de ma pile à lire de mars. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous souhaite de belles lectures. À bientôt.